Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pas un de moins. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes. La diète culture, la grossophobie et les troubles du comportement alimentaire. Nous vivons dans une société où le corps est souvent jugé, contrôlé, mesuré et où la nourriture devient parfois une source de stress au lieu d'être un plaisir. Alors, comment on déconstruit ces injonctions ? Pourquoi les régimes sont souvent contre-productifs ? Et surtout, comment retrouver une relation plus sereine avec son corps et son assiette ? Pour discuter de tout ça, j'ai la chance d'accueillir Samantha Gombard, diététicienne spécialisée dans les TCA, avec qui nous allons explorer ces questions sans tabou, mais surtout avec énormément de bienveillance. Allez, c'est parti, bonne écoute. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux et à le partager pour faire rayonner cet épisode. Bonjour Samantha. Bonjour Charline. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va bien et toi ? Ça va, je te remercie. Je te propose qu'on commence par une question un peu légère, qui est si tu étais un aliment, lequel serais-tu et pourquoi ? Ok. Pas facile. Je pense peut-être une épice, Ok. mais pas une épice hyper piquante par contre. Une épice un petit peu piquante mais pas trop, moyennement. Peut-être pour le côté polyvalent, parce que je fais plein de trucs dans ma vie hyper différents. Donc je pense que voilà, on pourrait me mettre dans pas mal de plats différents. Et un peu piquant quand même, parce que j'ai aussi mon petit caractère selon les situations. Donc je pense que ça va être pas mal. Ça va faire le lien avec la suite. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas ? Donc je m'appelle Samantha, j'ai 38 ans, je travaille en libéral en tant que diététicienne et psychologue, donc j'ai les jeux de double titre en fait, diététicienne, nutritionniste et psychologue. Je travaille en libéral essentiellement sur le comportement alimentaire, même si je travaille aussi évidemment sur de la diète plus standard entre guillemets, les conseils plus diététiques en cas de pathologie, hypercholestérolémie, diabète, etc. Mais c'est vrai que mes demandes sont de plus en plus axées comportement alimentaire parce que je commence du coup à être un peu plus connue dans ce milieu-là. J'ai aussi une formation en syndrome de l'intestin irritable. Donc je suis aussi assez spécialisée syndrome de l'intestin irritable. Et puis voilà. Et à part ça, je fais beaucoup de sport à côté. Fitness, musculation, mais essentiellement de la pole dance que je fais depuis plusieurs années et que j'enseigne aussi. Trop bien. Voilà, puis je fais plein d'autres choses. J'ai plein de passions. Trop chouette. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a conduite à faire ce métier et pourquoi la double casquette psychologue et diététicienne ? Long parcours. J'ai commencé en faisant une fac de psycho à la base. Un peu par hasard, j'ai envie de dire, en sortant du lycée, un peu comme à chaque fois qu'on sort du lycée. On n'a pas forcément toujours des idées très précises, je pense, sur la suite. Et je me suis vraiment pris de passion pour la psychologie. Donc j'ai fait ma licence. J'ai voulu faire un master, donc j'ai fait un master professionnel de neuropsychologie. Donc j'ai un titre de psychologue spécialisé en neuropsychologie. Je sais pas si tout le monde connaît vraiment la neuropsychologie. En quelques mots, si tu peux peut-être le dire. Ouais, c'est le lien entre cerveau et comportement et fonction cognitive. Okay. Donc par exemple apprentissage, attention, voilà tout ça. Et notamment on travaille sur les personnes qui ont des lésions cérébrales, enfin pas que, hein, mais notamment des lésions cérébrales, traumatisme crânien, maladie d'Alzheimer, toutes les démences, des choses comme ça. Et l'impact que ça peut avoir sur le fonctionnement cognitif. Et évidemment la remédiation. Donc pouvoir les aider, s'appuyer quand même sur ce qui va pour pouvoir les aider à gérer la vie quotidienne, etc. Okay. Donc ça c'est vraiment le côté pro. Et il s'avère que en fait on m'a proposé de faire une thèse en master 1 et que je voulais quand même mon master professionnel et que en fait je sais pas si les gens savent je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, en tout cas en 2009 c'était le cas. Il fallait faire soit un master professionnel, soit un master recherche. Okay. Donc j'ai voulu faire mon master professionnel avec le deal de faire un mémoire de recherche pendant mon master 2 que j'ai fait. Ouais, un peu intense. Mais c'était passionnant, c'était très cool. Ouais. Et l'équipe de recherche dans laquelle j'étais et après dans laquelle j'ai fait ma thèse ont été super... ils ont vraiment arrangé la sauce quoi, pour vraiment que ça puisse se faire à distance et tout. Donc ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai fait une thèse donc sur le vieillissement cognitif et notamment sur les facteurs qui protègent du vieillissement cognitif. Okay. Et voilà, et donc j'ai fait ma thèse et donc pendant à peu près une petite dizaine d'années entre ma thèse, les contrats d'enseignement, les ATER, etc. J'ai fait de l'enseignement et de la recherche. Et j'ai un petit peu coupé tout d'un coup
du jour au lendemain, j'en ai eu un petit peu marre. Parce que pour plein de choses, en fait, le fonctionnement de la fac, le fonctionnement de la recherche en tant que telle, etc., ça ne me correspondait plus forcément. J'ai cherché et je suis intéressée globalement sur la santé et j'étais pas mal intéressée sur tout ce qui était nutrition. Mais derrière, c'est quand même quelque chose que je suis depuis longtemps. Toutes les questions d'obésité, les questions d'anorexie mentale et tout, c'est quand même des choses qui me plaisent pas mal, qui me plaisent pas mal. Donc j'ai fait un BTS diététique à distance, parce qu'on n'a pas voulu de moi en école. Voilà. Donc je l'ai fait à distance, je l'ai obtenu en 2 ans. Et donc après, je me suis mise très rapidement en libéral. Alors j'ai un peu travaillé en prestation de santé à domicile, mais très rapidement, je me suis quand même consacrée au libéral. J'ai fait un petit peu d'enseignement en BTS pour continuer. Enfin, j'étais toujours un peu sur la lignée de l'enseignement. Et en libéral, bah, très vite, enfin même en fait pendant mon diplôme, hein, très vite, il y a ces questions-là de comportement alimentaire voilà, parce qu'en fait le BTS est très basé sur qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit pas manger. C'est très pratico-pratique, du coup. Très, très, très pratico-pratique, ouais, c'est clair. Et puis, les questions d'obésité me dérangeaient un petit peu sur vraiment... voilà, c'est passé très rapidement sur, bon, bah, il mange trop, faut qu'il mange moins. J'abuse un peu, mais globalement, en fait, l'idée, c'est quand même de les mettre en régime hypocalorique. Et très rapidement, je me suis quand même intéressée à ça et je me suis dit, bah, les choses n'ont pas l'air si faciles que ça, quand même. Et puis, donc après, j'ai vite fait le parallèle entre la psychologie, en fait, que mon background en psychologie et la diététique. Et je me suis formée après dans des questions vraiment purement comportement alimentaire, etc. Sur des TCC troisième vague, des choses comme ça. Et puis aussi sur les TC un peu plus, même si j'avais quand même une base avec la psycho. Voilà, j'ai fait un DU en psychologie, enfin en comportement alimentaire, en fait. Voilà, un petit peu. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Ça va faire le lien, du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Tu parlais de régime de manière générale, régime hypocalorique. Comment tu définirais la diète culture et surtout en quoi elle influence notre rapport à l'alimentation et à notre corps? La diète culture, c'est la culture des régimes en français. Ouais. Et c'est vraiment un ensemble de normes sociales, un ensemble de croyances, vraiment plus global dans la société, qui insinue que le corps mince, la minceur, est associé à des valeurs positives, associé à la santé déjà, déjà 100% associé à la santé, et associé à la beauté, et associé à des valeurs positives, comme des valeurs par exemple d'action, des valeurs de discipline, voilà, des valeurs qui sont justement le contraire des valeurs liées à la grosseur, qui sont plutôt la paresse, le laisser aller, etc. Et voilà. Après, en quoi ça influence notre rapport à l'alimentation, essentiellement, enfin justement par la pratique des régimes amaigrissants et des régimes restrictifs qui sont quand même pas mal valorisés dans notre société. Justement parce que liés à ces valeurs de volonté, de discipline, etc., qui sont très un peu capitalistes quand même, on pourrait le dire, je pense. Et du coup, ça entraîne un peu un système de croyances lié autour de l'alimentation, avec il y a les bons aliments, il y a les mauvais aliments, le healthy, les aliments healthy, et les mauvais aliments qui sont souvent les aliments gras, sucrés, etc. Il n'y a pas de nuance dans tout ça. Ça entraîne du coup une relation qui est moins sereine autour de l'alimentation, de la culpabilité, et souvent quelque chose un peu dichotomique quoi, dans l'alimentation. Et du coup, ça entraîne le fait aussi qu'on est moins à l'écoute de ses sensations alimentaires. Ça aide pas mal ces sensations alimentaires. Il y a un schéma que j'aime bien, dont j'aime bien parler en consultation, c'est le schéma corps-tête-cœur. Donc c'est un peu un trio, un triptyque qui nous aiderait en fait à prendre nos décisions sur les prises alimentaires. Donc le corps, c'est tout ce qui est sensations alimentaires, donc la faim. Quand est-ce que le corps a besoin d'avoir une prise alimentaire, il envoie les hormones de ghrelin, notamment, entre autres hormones, il envoie les hormones de ghrelin pour dire j'ai besoin d'énergie. Et ça envoie un certain nombre de signes. Donc le creux dans l'estomac, la fatigue, peut-être des fois mal de tête, on le ressent un petit peu différemment chacun. Et surtout l'envie de manger aussi. Ça on l'oublie. Des fois on fait quand même beaucoup la distinction entre je dois manger uniquement quand j'ai faim mais pas quand j'ai envie. Mais en réalité quand on a faim on a forcément plus envie de manger aussi et c'est normal. Donc ça c'est le corps. Et le corps aussi nous dit quand ça suffit. Donc il sait, enfin le corps et le cerveau nous disent quand ça suffit en fait. Quand on est rassasié. Donc ça c'est pour l'aspect corps. La tête c'est vraiment la raison. Donc c'est tout l'ensemble des règles qu'il peut y avoir autour de l'alimentation.
Donc des règles qui sont rigides, mais pas que en fait. Déjà toutes les recommandations alimentaires qu'on peut avoir, qui sont pas toutes achetées, bien fort heureusement, de manger 5 portions de fruits et légumes dans la journée. Évidemment, c'est très bon pour la santé. Évidemment, c'est quelque chose d'intéressant. Mais ces règles-là peuvent devenir très 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 rigides. Donc c'est intéressant quand même d'avoir cette raison, c'est avoir cette tête qui est là pour nous donner quand même un certain nombre de règles à suivre. Mais voilà. Et le cœur dans l'histoire, c'est les envies, c'est un petit peu les pulsions. C'est j'ai envie de manger du chocolat matin, midi et soir, j'ai envie de manger que des burgers, que des frites, etc. Et avoir une alimentation sereine, c'est aussi un peu trouver un équilibre entre les trois. C'est-à-dire écouter son corps, quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on a envie de manger, et puis après questionner un peu le cœur et la tête. Qu'est-ce que je mange? Peut-être que là, le cœur dit j'ai envie de manger plein de chocolat, etc. Et la tête, elle dit mollo, t'as déjà mangé du chocolat toute la journée d'hier, on se calme. J'exagère bien sûr dans mes exemples, mais voilà. Donc peut-être qu'on va mettre un peu plus de légumes. Et là, on trouve un certain équilibre. Parfois, le cœur prend trop de place. Et quand le cœur prend trop de place, du coup, il écrase la tête, donc il n'y a plus de raison. On peut décider de ne plus manger de légumes parce que vraiment, c'est pas possible, etc. Et peut écraser les sensations alimentaires aussi. Quand on va vraiment au-delà du rassasiement, tout le temps, vraiment, sans jamais écouter son rassasiement, quand on mange tout le temps sans faim, etc., ça peut aussi poser un certain nombre de problèmes au niveau du comportement alimentaire. Et à l'inverse, la tête peut aussi prendre trop de place. Quand la tête prend trop de place, les règles deviennent tellement rigides qu'elles vont écraser le cœur, évidemment, puisque le cœur dit des fois j'ai quand même envie de manger un peu de chocolat, et la tête a dit non, 0 chocolat, c'est interdit, parce que justement dans la diète culture, etc., il y a les bons, les mauvais aliments, et donc le chocolat c'est néfaste pour la santé, pour le poids, pour tout, donc on l'a complètement banni. Et donc elle peut aussi, cette tête, venir écraser le corps et les sensations alimentaires. Quand par exemple on a faim mais que c'est pas l'heure, la tête a dit non, il est pas midi, on mange pas, et donc elle peut venir écraser ça aussi, et le rassasiement aussi, du coup ne pas être rassasié et ne pas écouter son corps. Alors que du coup, on est d'accord que le corps ne sait pas à quelle heure, enfin il n'y a pas d'horaire Non. en fait pour manger. Il n'y a pas d'horaire, on est un animal diurne quand même, donc on Mm. sait qu'au niveau métabolisme, c'est plutôt logique qu'on mange la journée, et ça se passe un peu moins bien quand on mange la nuit. On le voit notamment sur les études qui portent sur les personnes qui ont des travaux en horaire décalé, et qui travaillent la nuit. Notamment le métabolisme des glucides peut être un peu impacté par des prises alimentaires la nuit. Il y a aussi le fait qu'elle ne dort pas la nuit, donc il y a aussi plein de choses dans le corps qui sont forcément modifiées à ce moment-là. Mais globalement, c'est un peu la seule règle. En fait, le poids, c'est vraiment une question d'équilibre entre les apports et les dépenses. Et les apports, on se fiche de savoir s'ils sont le matin, le midi, le soir, à 14h, à 15h, etc. C'est vraiment une question culturelle, le fait de manger à des heures bien définies. Et l'équilibre, j'imagine qu'il est propre à chacun, chacune, qu'il n'y a pas un équilibre prédominant sur d'autres, quoi. Complètement. Il y a des gens qui mangent pas de petit-déj et c'est OK pour eux. Il y a des gens qui mangent pas de petit-déj et c'est pas OK pour eux. Peut-être que ça va leur créer après des pulsions un peu plus dans la journée, des choses comme ça. Et dans ces cas-là, c'est de trouver chacun aussi ce qui fonctionne pour soi. C'est ça qu'en consultation, j'ai souvent cette phrase de « Est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que ça fonctionne pour vous? Est-ce que c'est durable aussi sur le temps ?» Il y a ça aussi, la durabilité, qu'on puisse avoir un mode de vie en fait autour de ça. C'est ça, qui prenne en compte l'équilibre global. Voilà, il n'y a pas que l'assiette, il n'y a pas que l'équilibre alimentaire, il y a aussi le quotidien, le travail, l'aspect social, sortir, voir du monde, aller au resto, il y a tout ça à prendre en compte. Et concernant la grossophobie, est-ce que déjà tu l'aperçois? Si oui, comment tu l'aperçois dans la société aujourd'hui? Et quels impacts ça a selon toi sur la santé mentale et physique aussi des personnes? La grossophobie, oui, elle est très présente dans la société. Je pense qu'on peut le voir facilement dans la publicité, on le voit dans la mode. Il y a très peu de représentation des corps gros. Il y a très peu de représentation de corps différents, variés, je dirais pas différents, variés de manière générale, mais encore moins de corps gros. Il y en a un peu plus maintenant, mais c'est un peu entre deux en fait. Il y a un peu plus de représentation des corps gros, et à la fois il y a aussi un contre-mouvement qui est assez virulent en fait, de dire qu'on prône l'obésité quand on montre ce genre de corps. Non, on dit juste aux gens qui peuvent vivre leur vie simplement. Donc dans la mode, ça se voit très fort, ça se voit sur les tailles aussi des vêtements. Ouais. Le prêt-à-porter a vraiment du mal à monter dans des tailles un peu plus hautes. Ça se voit dans l'emploi. Derrière, il y a quand même pas mal d'études qui montrent qu'il y a une discrimination à l'embauche.
J'aurais pas de chiffres précis en tête, mais il y a quand même pas mal de chiffres sur ça, discrimination à l'embauche, etc. Ça se voit dans la santé, l'accès à la santé. Il y a vraiment une grossophobie médicale qui est fortement présente. Donc moi, je le vois un peu tous les jours dans ce que me rapportent les patients. Mais il y a des études aussi dessus. J'avais noté justement quelques petites études, notamment en 2021, il y a Vanessa Follop, qui est médecin endocrinologue et nutritionniste, qui a fait un rapport, une étude, voilà, qui a publié un papier autour de ça, autour de la grossophobie médicale, et notamment autour du matériel qui n'est pas adapté, pas présent déjà, pas présent, pas forcément toujours adapté, voire cassé en fait dans les institutions parce que on n'a pas de sous, on n'a pas de moyens en santé en France, et donc c'est pas forcément des priorités de remplacer ce matériel. Et elle a aussi mis un peu en évidence tout ce qui est attitude des soignants, qui peuvent être très négatives avoir des préjugés négatifs envers les situations les personnes en situation de surpoids ou d'obésité. C'est intéressant parce qu'elle dit entre autres que ces préjugés-là peuvent être dus à une perception erronée des causes de l'obésité. On a beaucoup de croyances autour, la société a beaucoup de croyances autour des causes qui mènent à l'obésité, en pensant assez simplement que c'est la faute de la personne, qu'elle a trop mangé et qu'elle n'a pas assez bougé. En réalité, il y a quand même des centaines de facteurs qui peuvent mener à l'obésité, génétique, hormonale, des médicamenteux, des pathologies, des TCA, il y a vraiment énormément de choses. Donc c'est vrai que d'avoir une perception très, très fermée peut mener à des jugements, et donc à une question de volonté en fait, à dire du coup c'est qu'une question de volonté, et donc ils nous embêtent et ils ont qu'à faire des efforts. Et c'est culpabilisant. C'est très culpabilisant. Et puis elle note aussi que du coup ce manque de matériel aussi peut causer un stress chez les soignants, qui est complètement compréhensif, parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour la prise en charge. Donc ils doivent se débrouiller comme ils peuvent. Ça monte leur niveau de stress, et quand ça monte le niveau de stress, forcément on est peut-être un peu plus agacé, un peu plus... moins patient, moins bienveillant aussi. Notamment pour les personnes en situation d'obésité. Alors pour tout le monde, la diète culture a un impact, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus après, mais notamment pour les personnes en situation de surpoids ou d'obésité, on sait notamment que ça augmente, ça diminue l'estime de soi. Et clairement, ça a un impact sur l'estime de soi. Ça augmente la dépression, l'anxiété. On sait qu'il y a plus de prévalence de dépression et d'anxiété chez les personnes en situation d'obésité, par exemple. C'est un frein à la prise en charge. Quand on parlait de cette grossophobie médicale, c'est quand même un sacré frein à la prise en charge médicale de ces personnes, par peur de se faire juger. C'est-à-dire que c'est eux du coup qui ne vont pas consulter de peur. Ok. Ouais, il y a un peu des deux en fait. Il y a aussi du coup des fois on va passer à côté de certains diagnostics parce que certains médecins, certains professionnels de santé vont mettre sur le dos du poids, du surpoids et de l'obésité en disant assez simplement perdre du poids et tout ira mieux quoi. Donc ne pas forcément aller au bout des examens. Et puis effectivement, les personnes en situation d'obésité ont tendance à éviter, pas toutes, évidemment, je fais pas de généralité, mais certaines fois ont tendance à éviter du coup d'aller consulter par peur de se faire juger, par peur de se faire peser, parce que quand on a des troubles des conduites alimentaires, qu'on n'est pas à l'aise avec son poids, etc., ça peut vraiment être vécu comme étant très violent. Et puis par rapport au matériel, encore une fois, qui n'est pas adapté, où ils vont avoir peur d'abîmer le matériel, de ne pas avoir simplement les brassards par exemple pour la tension, des choses comme ça. Donc ça peut faire des retards de diagnostic. C'est assez important. Isolement social aussi. Donc il peut y avoir un isolement social par peur du regard des autres. Intériorisation des normes sociales aussi en fait, même si c'est pas le cas en fait, même si tous les lieux on va pas forcément juger les personnes en surpoids et en obésité, on est bien d'accord qu'on le fait pas tous. Il y a aussi, heureusement, il y a une intériorisation, mine de rien, des normes sociales, et donc un isolement parfait. Et peut-être que du coup c'est des personnes qui vont moins bouger aussi. Donc c'est aussi un cercle vicieux après. Un cercle vicieux, voilà, elles vont peut-être pas oser. J'ai beaucoup de patientes souvent d'ailleurs, comme ça, qui me disent j'irai à la salle ou je ferai du sport quand j'aurai perdu du poids. Donc c'est prendre voilà, c'est vraiment un frein en fait pour ces personnes-là. Elles disent je peux pas, j'ai peur du regard des gens, etc. Voilà. Et puis le risque de déclencher des RAV, des TCA aussi. Voilà, ça, on en parlera sans doute après aussi, la pratique des régimes restrictifs qui peut être un déclencheur de TCA. La dénutrition existe chez les personnes en situation d'obésité. Ça c'est important de le dire. C'est important de le rappeler.
Et puis voilà. Donc en fait, en résumé, de stigmatiser et d'aller fustiger les personnes en situation d'obésité sous couvert de motivation, parce que bien souvent c'est un petit peu ce qui se dit, hein, de ouais, mais, on essaye de vous bouger, hein, parce que vraiment, voilà, vous bougez pas, etc. Ça a bien souvent l'effet inverse. Et ça vient d'où, selon toi, cette grossophobie dans notre société? Parce qu'on sait qu'il y a des époques quand même où c'était plutôt gage de richesse et que c'était valorisé. Du coup, comment on en est arrivé à ça et comment on est arrivé à intérioriser cette grossophobie? Alors, c'est pas si clivant, c'est pas aussi, enfin, c'est pas aussi vrai que ce qu'on croit de dire que à certaines époques, les corps obèses et gros étaient hyper valorisés. En réalité, il y avait un peu, bah, en fait, oui, il y avait un peu plus de forme quand même. On le voit dans certains tableaux, notamment, Ouais. enfin, voilà. C'est ça que je pensais, les Ouais. tableaux justement de Ouais, ouais. représentation de corps. Parce que c'était effectivement signe de richesse, Hmm. d'avoir suffisamment quand même de nourriture, etc. Pour autant, les corps très gros ont toujours quand même été mis un petit peu à mal dans la société et on a toujours essayé de mettre en place des régimes pour ces personnes-là, quoi. Alors c'est pour le coup très intéressant et j'aurais pu avoir des chiffres sur ça, sur vraiment les premiers régimes qui ont été mis en place. Dans mémoire là, ça doit être vraiment Renaissance, voilà, des 18e peut-être, un truc comme ça. Ah, je pensais que c'était vraiment lié à notre époque actuelle en fait et que c'était venu finalement il y a pas si longtemps que ça. Non, c'est quand même assez, voilà, c'est d'assez loin et il y a eu surtout beaucoup pour les femmes en fait. Il y a eu beaucoup de pression pour les femmes, mine de rien, parce que certes, il y avait plus de formes, mais la taille devait être toute petite avec tous les corsets, voilà. Voilà. Exactement. Donc il y avait quand même des normes qui étaient peut-être un peu différentes de celles de maintenant, mais il y avait quand même des normes. Et puis après, il y a eu l'apparition des balances dans le quotidien des gens, des miroirs dans le quotidien des gens. Donc c'est vrai que l'esthétique a pris une place aussi beaucoup plus importante dans nos sociétés. Et par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que tu trouves que que les réseaux sociaux ont un impact justement sur l'image de soi comment et quel message en fait les réseaux sociaux véhiculent aussi pour sur tous ces sujets-là quoi. Alors oui, elles ont un impact, ça c'est clair. À l'époque des années 2000, une époque pas si lointaine que ça, mais que j'ai bien connue, on avait les magazines, on avait les séries, on avait tout ça. C'est vrai, quand on a ce regard aujourd'hui sur l'époque où on disait déjà que certaines personnes comme Kate Winslet, par exemple, dans Titanic, étaient rondes, c'est vrai que voilà, le regard était quand même voilà, et il y avait voilà des comment perdre du poids et ça, donc c'est très marqué dans les magazines, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux qui étaient omniprésents non plus. Donc ça restait quand même un petit peu contenu entre guillemets, même si quand même fort impactant, je pense. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment dans notre poche tous les jours. Et pour moi, les réseaux sont capables du pire comme du meilleur. Dans le pire, on a quand même actuellement le Skinny Talk qui revient en force, le mouvement Skinny Talk, qui est un peu une résurgence du mouvement Pro-Ana qu'on avait dans les années 2000, qui était réservé au blog, au Skyblog, etc. Donc c'était moins présent, mais maintenant là, voilà, l'algorithme de TikTok le met beaucoup en avant. Il y a vraiment une résurgence d'un corps très fin, voire maigre en fait, qui est hyper valorisé sur les réseaux. Et puis de l'autre côté, il y a quand même toute une vibe de body positivisme, de body neutrality qui essaye quand même de faire changer les mentalités. Donc je pense que vraiment c'est capable du pire comme du meilleur. Il y a vraiment les pires discours qu'on puisse avoir de conseils terribles au niveau alimentaire, voilà, des diètes extrêmement strictes, des pertes de poids extrêmes, etc. Et à l'inverse, on a quand même des discours plus ouverts. On a d'ailleurs, par exemple sur Instagram, il y a Amande Banane qui a un discours assez cool. Il y a Why Not Change aussi qui a un discours quand même, des diététiciens qui ont des discours quand même justement plus flexibles autour de tout ça. Il y a Lâche ton assiette aussi, j'aime beaucoup sur le discours autour de tout ça. Donc voilà, du pire comme du meilleur. Je pense qu'il y a du tri à faire. Comment on peut se protéger parce que c'est ce que tu disais, les réseaux sociaux sont dans notre poche. Comment on peut se protéger des réseaux sociaux et du coup du corps idéal qui est véhiculé par les réseaux sociaux? Pas facile. Il y a une des méthodes qui est peut-être la plus stricte, ce serait de couper les réseaux sociaux. En réalité, quand on n'avait pas les réseaux sociaux, ça allait parfois mieux quand même, mine de rien. Et on sait notamment que le fait de se sevrer des réseaux sociaux, c'est un moyen utile dans les cadres de TCA. Il y a une méthode qu'on peut
qu'on peut employer en fait. Certaines patientes décident d'elles-mêmes de couper les réseaux sociaux ou on peut voilà les mener à ça quand c'est vraiment un facteur d'entretien en fait de la pathologie, de la maladie. Mais c'est pas toujours facile parce que dans nos sociétés il y a quand même notamment pour les plus jeunes, les ados, etc. Il y a quand même ce besoin d'affiliation sociale. Voilà de lien avec les autres aussi, t'as vu la nouvelle trend, t'as vu machin, etc. Et on peut vite être mis à l'écart en fait si on n'est pas sur les réseaux. Mais peut-être de prendre conscience de sa consommation, de se questionner de peut-être se reconnecter un peu plus sur ses propres émotions par rapport à ça, individuellement sur chaque contenu. De se dire ok, cette vidéo là en fait, est-ce qu'elle me fait me sentir bien, est-ce qu'elle me motive dans le bon sens, est-ce qu'elle m'apporte du plus, est-ce que je suis plutôt bien en sortant de cette vidéo, et dans ces cas-là c'est ok, on peut la suivre, etc. L'autre vidéo, si elle me fait me sentir mal, etc., et que c'est toujours le même type de vidéo qui me fait me sentir mal, peut-être de passer plus rapidement. Et à force, on va utiliser l'algorithme comme ça. Donc, oui, l'idée, c'est peut-être de jouer avec l'algorithme. En fait, l'algorithme, il est bête. En fait, il n'est pas là pour spécifiquement nous montrer des contenus problématiques. Lui, il est là pour montrer des contenus qui fonctionnent pour nous. Pour que, justement, on puisse continuer à cliquer, continuer à scroller, etc. Et donc, c'est de jouer avec cet algorithme et de volontairement passer moins de temps sur des contenus qui nous semblent problématiques et volontairement aller chercher et passer plus de temps sur des contenus qui nous font nous sentir mieux. Ça, ce serait peut-être une bonne méthode. Piste. Donc, il y a des contenus qui peuvent nous faire du bien quand même sur les réseaux sociaux. Oui, heureusement. Heureusement. On parlait de grossophobie et de grossophobie intériorisée. Comment on peut faire pour déjà lutter contre ça et comment déconstruire un peu, parce que malheureusement on a tous des biais par rapport à ça. Donc quels sont les premiers axes pour lutter contre ça? Je pense que le premier axe, c'est d'apprendre. La connaissance, pour moi, c'est vraiment la manière de sortir de cette dichotomie. Quand on apprend les choses, je veux dire vraiment les données scientifiques, les études autour de tout ça, quand on comprend et quand on apprend que l'obésité, ça n'est pas qu'une question de je mange trop, je ne fais pas assez de sport, largement pas. Il y a énormément d'études sur la génétique, par exemple. On parlait des réseaux sociaux, il y a, alors je ne sais plus de son nom complet, mais il y a Benoît quelque chose qui fait un podcast qui s'appelle Les Voies métaboliques, qui a rendu compte aussi dans certains de ses podcasts de ça, en fait, de toutes les études autour de... Il y a eu des études sur les jumeaux, en fait, notamment, qui ont mis en évidence l'impact énorme de la génétique sur la prise de poids. Donc ça, c'est hyper intéressant de comprendre comme ça, tout ça et d'apprendre, en fait, tout ça. Ça permet, mine de rien, vraiment de prendre du recul sur ses croyances et de déconstruire toutes les croyances qu'on peut avoir en se disant « Ah ouais, en fait, c'est pas juste il mange trop, en fait. » Non, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Et quand on apprend ça, on sort du jugement aussi. On est beaucoup plus dans la nuance. Je pense que ça, c'est déjà une des premières pistes. Je pense en cultivant aussi la tolérance et l'empathie. Ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais... On en manque. Ouais, ouais, du coup, de comprendre que sa propre expérience n'est pas une vérité absolue et que les autres ont leurs propres expériences avec, que c'est aussi une vérité à eux en fait et ils ont leur vie avec leurs expériences, leurs problématiques qu'on ne peut pas forcément comprendre, mais qu'on puisse en tout cas l'entendre. Puis tous les petits riens de la vie quotidienne, je pense que c'est important d'en prendre conscience. Bien souvent, on veut pas faire de mal quand on dit oh, félicitations, t'as perdu un peu de poids, etc. En fait, on rentre juste dans cette société, en fait, sans penser à mal, sans vouloir être méchant ou quoi que ce soit, en fait. Mais mine de rien, toutes ces petites choses, l'histoire des summer body, félicitations, t'as perdu du poids, ou fais attention parce que tu vas prendre, et puis dans le maillot de bain, ce serait dommage de pas rentrer dedans. Toutes ces petites phrases comme ça, qu'on pense inconscientes, innocentes surtout, en réalité elles font un mal fou et puis essayer d'être de combattre un peu tout ça. J'ai une métaphore que j'aime bien sur l'image corporelle, c'est la métaphore du château, du jardin et de la forêt. Pour parler de l'image corporelle, le château c'est l'individu, ses expériences, etc., son parcours de vie. Le jardin c'est les proches, donc l'impact des proches et moins proches, camarades de classe, parents, sœurs, frères, cousins, cousines, amis, collègues de travail, etc., qui peuvent avoir un impact justement en fait sur l'image corporelle, soit violemment parce qu'on a eu des critiques, on a eu des moqueries, soit beaucoup moins violemment parce qu'on a eu par exemple une maman qui a fait des régimes toute sa vie et n'était pas ok avec son image corporelle. Mine de rien, ça a un impact très fort. Il y a que de l'amour là-dedans, mais en réalité ça fait très mal puisque la petite fille qui a comme seule un peu
modèle sa maman et voit sa maman malheureuse avec son corps, se dit bon bah pour être heureuse et pour être belle, bah il faut que je sois pas comme ça, donc faut pas que j'ai de cellulite, faut pas que voilà. Ça participe aussi aux constructions de ces croyances-là. Et la forêt, c'est la société. Donc c'est justement tout ce dont on parlait sur les croyances globales, sociales qu'il peut y avoir autour de la diète culture. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire que bah, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus joli jardin possible pour les autres, quoi. Donc même si on n'est pas OK avec son image, bah, c'est d'essayer de ne pas trop le faire transparaître, en tout cas d'éviter d'avoir des mots très méchants et malveillants envers nous-mêmes, d'essayer d'être le plus bienveillant possible même envers nous-mêmes, puis évidemment envers les autres aussi. Ouais, de pas reporter aussi ses peurs sur les autres aussi, j'imagine. Je comprends que ce soit hyper difficile, hein, du Ouais. coup, quand on n'est pas à On l'aise est avec ça. matrixé en plus par ça, quoi, et de se partager ces informations-là entre nous, C'est ça. de commenter. Et puis oui, la perte de poids, c'est ce que tu disais, est très valorisée. Donc Ouais, forcément, il y a un peu de culpabilité quand on n'est pas valorisé pour ça, quoi. complètement. Et peut-être plus, alors l'idée, c'est pas forcément de retirer des choses, mais de rajouter de la bienveillance dans tout ça. Ouais. Oui, de faire l'inverse. Mm. On parlait des régimes restrictifs. Tu l'as brièvement évoqué en début d'épisode. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi les régimes amaigrissants, ils sont inefficaces à long terme? Alors, les régimes amaigrissants, on le sait, il y a plein d'études maintenant qui le montrent. Notamment, il y a quand même un rapport qui date de 2006 de l'ANSES sur la pratique des régimes amaigrissants et tous les risques qui font encourir. Ça date quand même. Les régimes amaigrissants, dans 80 à 95% des cas, mènent à une reprise de poids dans les 5 ans. On n'a pas forcément vu sur les 10, 15, 20 ans qui suivent non plus, donc on ne peut pas vraiment avoir de chiffres, mais les chiffres sont quand même assez effarants. Donc, et quand ça mène à une reprise de poids, ça peut mener à une prise de poids même supérieure. Donc c'est l'effet yo-yo, le fameux effet yo-yo qu'on connaît tous en fait. Voilà, j'étais pas contente, il y avait 5 kilos en trop, j'ai perdu un petit peu, je me suis mis au régime et du coup j'en ai repris 10 et voilà. Et le risque c'est de faire monter le poids d'équilibre comme ça. Pourquoi ça marche pas? C'est un peu technique et un petit peu compliqué à expliquer, mais globalement, faut comprendre que le métabolisme, c'est ce dont le corps a besoin pour fonctionner, donc ce dont le corps a besoin en termes de calories pour fonctionner. Il a besoin donc d'un certain nombre de calories, et quand on lui donne pas suffisamment à ce métabolisme, il va pas s'arrêter de fonctionner du jour au lendemain. Vous n'allez pas mourir parce que vous avez quelques calories en moins, voilà. Lui, il va ralentir. Ça s'appelle l'adaptation métabolique. Ce métabolisme, il va apprendre à faire avec moins. Vous lui donnez moins pendant une période, il va apprendre à faire avec moins. Et malheureusement, cette adaptation métabolique, on sait qu'elle perdure dans le temps. Il y a pas mal d'études qui montrent que quand on reprend une alimentation après, parce que en fait c'est pas tenable le régime, c'est bien le principe des régimes, on parlait tout à l'heure de quelque chose qui fonctionne pour la personne et qui soit tenable dans le temps. Les régimes ne sont pas tenables dans le temps, donc on va remanger comme avant, voire plus parce que ça peut aussi modifier le comportement alimentaire et créer après des compulsions alimentaires et des choses comme ça, mais en tout cas, admettons, on mange comme avant. Le métabolisme qui a appris à faire avec moi, il va évidemment reprendre un petit peu son rythme, hein, bien sûr, mais peut-être pas totalement. Donc, métabolisme ralenti veut dire qu'on a besoin en fait de moins d'énergie pour fonctionner, et comme on mange comme avant, bah du coup on va prendre plus de poids. Et ça, c'est quelque chose qui peut se répéter, et on le voit beaucoup en fait. Métabolisme qui sont ralentis, ouais. Et comment les régimes restrictifs, ils peuvent déclencher ou aggraver des TCA? Tu as parlé des compulsions. Est-ce que du coup, ça fait partie des risques en fait associés au régime restrictif? Complètement. Il y a un peu deux pans par rapport à ça. Les régimes restrictifs, c'est un petit peu l'hypervalorisation de l'hypercontrôle. C'est la discipline alimentaire, c'est des règles qui sont très rigides, donc c'est de l'hypercontrôle. Et les TCA sont quand même beaucoup une pathologie de l'hypercontrôle. Notamment l'anorexie, la boulimie, en fait, où on va vraiment essayer d'être dans l'hypercontrôle de notre corps, voilà, hypercontrôle des règles alimentaires. Donc ça matche bien, en fait. Donc on a un peu le schéma classique de la jeune fille, généralement jeune fille, hein. On a aussi des hommes malheureusement, mais beaucoup des jeunes filles qui vont se mettre au régime pour perdre un petit peu de poids parce qu'à l'école, voilà, machin, pour la valorisation, etc., du corps et tout ça, va se mettre un petit peu au régime et va perdre le contrôle du contrôle. Donc elle va vraiment, enfin c'est vraiment décrit comme ça par elle. C'est vraiment au début, je voulais juste perdre un petit peu de poids et puis bah à un moment voilà, c'était jamais assez en fait. Jamais assez de poids perdu, jamais assez de règles restrictives, jamais assez de règles rigides. La maladie prend de plus en plus de place.
Ça enferme. Ouais, complètement, et elle fait perdre la liberté à ce moment-là. Donc, on peut avoir des déclenchements d'anorexie mentale suite à des mises en place de régime, très clairement. Et aussi, il y a l'histoire donc de l'hyperphagie et de la boulimie, donc le fait d'avoir des prises alimentaires excessives dans un laps de temps court, etc., qui est vécu comme très culpabilisant, etc., peuvent être une réponse à la restriction. Donc, si on s'est mis au régime, donc on s'est mis en restriction, le corps a juste des besoins à un moment, et donc va augmenter, comme on disait tout à l'heure, la faim augmente l'envie en fait de manger. Donc on peut éteindre la sensation de faim et se dire non, ça n'existe pas, etc. Mine de rien, l'envie de manger et l'impulsion de manger va quand même être très présente. Donc ça augmente le risque de compulser en fait après sur des aliments, et notamment sur des aliments qu'on s'interdit. Évidemment, tant qu'à faire. Voilà un petit peu. Et en subclinique, donc subclinique, c'est quand on n'est pas vraiment dans un diagnostic de TCA, mais c'est comme tous les maladies, on a un continuum de la santé, hein, en fait. Il y a un moment où on pose un diagnostic, mais avant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas déjà une problématique autour du comportement alimentaire. Donc en subclinique, on a souvent des alternances de contrôle, perte de contrôle. Des personnes qui vont essayer de mettre en place des choses pendant un laps de temps plus ou moins long. Donc des fois quelques jours, des fois quelques semaines, des fois quelques mois, et qui vont avoir des écarts, comme ils disent, des lâcher-prises, des compulsions, et voilà. C'est un peu le cheat meal. Le principe du cheat meal. C'est super valorisé aussi sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Ouais, mais pour moi, il est quand même problématique ce cheat meal, parce que mine de rien, on est quand même dans un hyper contrôle de la semaine. Tout est carré, tout est calculé, etc. Et le week-end, un lâcher-prise total. Alors c'est toujours pareil, en fait, ça peut fonctionner pour les gens si ça ne leur pose pas de problème, eux, dans leur vie, dans leur équilibre personnel, si elles sont heureuses avec cette manière de s'alimenter, voilà, pas de souci. Mais généralement, ça peut poser problème quand même. Non. Et justement, c'est quoi les facteurs d'alerte? Qu'est-ce qui doit motiver quelqu'un à aller consulter? Oui, c'est ça, qu'est-ce qui doit alerter en tout cas et faire prendre conscience qu'il y a un trouble alimentaire? S'il se sent pas bien par rapport à ça. Donc de la souffrance, du coup, c'est ça? De la souffrance, si ça commence à vraiment impacter les autres sphères de sa vie. Quand l'alimentation prend trop de place. L'alimentation doit être équilibrée dans toutes les sphères de la vie. Donc si elle commence à se dire du coup j'ai plus trop de vie sociale, si par exemple une personne fait du sport, elle se dit au niveau des performances je commence à être vraiment impactée, etc. Voilà, c'est surtout ça, donc souffrance et puis impact sur les autres sphères de la vie. Ok. On parlait aussi des aliments mauvais, des bons et des mauvais aliments. Qu'est-ce que tu penses de la phrase le sucre est une drogue? On la voit partout. Le sucre n'est pas une drogue, redisons-le. Cette phrase-là et cette croyance-là vient d'une étude de 2007 qu'on a fait sur des rats. Donc première chose, nous ne sommes pas des rats. Déjà, bon de le rappeler, donc elle a été faite sur des rats à qui on a proposé soit deux types de solutions sucrées, une solution avec du sucre, une autre solution avec de la saccharine, qui est un produit qui a un goût sucré, mais qui n'a pas les calories du sucre. Okay. Et des injections intraveineuses de cocaïne. Et ouais. En plus, bon, c'est discutable sur la condition animale, mais c'est un autre sujet. Très, très clairement, oui. Et donc, ils se sont rendus compte dans cette étude que de manière très massive, les rats avaient tendance à aller vraiment de manière très importante vers le sucre, en fait. Alors, je sais plus si c'est juste le sucre ou aussi la solution de saccharine en détail, mais en tout cas, ils avaient tendance à plutôt préférer le sucre et le goût sucré à la cocaïne, même quand ils étaient accros à la cocaïne. Donc forcément, conclusion, le sucre c'est la pire drogue, en fait, pire que la cocaïne. En réalité, déjà nous ne sommes pas des rats, rappelons-le, c'est quand même important. Et puis on n'a pas, en fait, les études sur l'humain, etc. derrière n'ont pas montré qu'il y avait des effets neurologiques semblables à des drogues dures comme la cocaïne, etc. dans le sucre. Le sucre, c'est comme les aliments plaisants, c'est un aliment qui est plaisant, mais depuis bébé, en fait. Naturellement, un bébé, si vous lui faites goûter du sucre, il va faire une petite tête sympa. Vous lui faites goûter de l'acide ou de l'amer, il va faire une grimace. C'est naturel, en fait. Donc, c'est normal, en fait, que ça active les circuits de la récompense. Pas spécifiquement le sucre, mais les produits qui nous plaisent. Les chips activent la circuit de la récompense pour les gens qui aiment les chips.
les burgers pour les gens qui aiment les burgers, voilà, et puis même les carottes pour les gens qui aiment les carottes, j'imagine. Et la nourriture active les circuits de la récompense dans le cerveau, et c'est normal, puisqu'en fait, c'est un comportement qu'on est censé pouvoir reproduire pour notre survie. Donc, comme tout comportement qu'on est censé pouvoir reproduire, comme par exemple faire l'amour aussi, l'orgasme, active aussi les circuits de la récompense, parce que c'est quelque chose qu'on est censé pouvoir reproduire dans notre vie pour fonctionner et pour survivre. Donc, l'alimentation, c'est pareil. Mais il y a un truc hyper intéressant par rapport à cette étude sur les rats, c'est qu'il y a d'autres données scientifiques, d'autres études, qui ont montré que les rats avaient des comportements de binge eating, donc des comportements compulsifs sur le sucre notamment, quand on leur présentait le sucre de manière intermittente. C'est-à-dire quelques heures dans la journée, et qu'ils n'avaient pas accès au sucre à d'autres moments de la journée. Versus des rats pour lesquels on présente de la nourriture, enfin on présente du sucre en fait toute la journée en quantité disponible comme ils veulent, qui eux ne développent pas en fait des comportements compulsifs, des binge eating autour de ça. Donc ça, on n'en parle pas, mais mine de rien c'est quand même assez intéressant de se rendre compte de cette donnée, quoi. Donc ils seraient en mesure en fait de se réguler par eux-mêmes quand ils l'ont à disposition tout le temps, quoi. Ouais. Ok. Et c'est un peu parallèle avec ce qu'on faisait. Alors, encore une fois, nous ne sommes pas des rats, donc le parallèle est vite fait, mais c'est un peu un parallèle qu'on peut faire avec quand on se met en prison, en fait, avec les aliments. Quand on se dit, j'ai pas le droit de manger du chocolat, et qu'on a une pensée permissive en disant, ok, là, c'est le week-end ou c'est l'anniversaire, et hop, on a tendance à compulser sur ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut répondre du coup aux personnes qui disent mais moi je suis addict au sucre, j'ai envie de manger que ça, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là du coup? Qu'elles ont sans doute un comportement de type addictif envers les aliments et pas envers le sucre en tant que molécule. Le sucre en tant que molécule, la saccharose en fait, c'est un assemblage de glucose et de fructose. Et donc glucose, fructose, c'est des monosaccharides, c'est des petits os tout seuls. Et quand ils se mettent ensemble, ça fait un disaccharide, donc le saccharose, qui est le sucre de table. Et en fait, ces trois-là, c'est des glucides simples qu'on va retrouver dans les fruits, dans les légumes et dans les produits sucrés. C'est exactement la même molécule. Donc, elle n'a pas plus de pouvoir addictogène dans un Mars que dans une pomme ou dans un légume, en fait. Voilà, elles ont sans doute plutôt développé un comportement de type addictif envers certains aliments qui sont réconfortants pour elles, parce qu'il y a eu une habitude qui a été mise en place, il y a eu tout un conditionnement par exemple qui a été mis en place, parce que toute leur vie elles se sont réconfortées avec ce type d'aliment, parce que ce type d'aliment est palatable aussi, et que les industriels font en sorte que ce soit des aliments qui soient plaisants et vers lesquels on revient. Et voilà, c'est comme les jeux vidéo par exemple. Les jeux vidéo en soi, c'est pas une drogue. Les jeux vidéo, c'est un objet qui existe, et certaines personnes développent des comportements de type addictif aux jeux vidéo. C'est le même circuit, c'est de plaisir un peu. En fait, faut aller voir plutôt sur le plan psychologique du coup que alimentaire, j'imagine. Oui. Ok. On voit plein de conseils sur les réseaux sociaux. Déjà, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces conseils? Et surtout, comment on peut se protéger aussi et s'informer peut-être sur des sources sûres plutôt que de piocher un peu à gauche à droite et se retrouver avec une masse d'informations qui est pas forcément juste? Très dur. C'est super difficile. Il y a de tout. C'est comme pour la diète culture. Il y a du pire comme du meilleur. Il y a une règle un petit peu générale que j'aime bien donner de manière ironique. Je dis souvent, si c'est toujours ou si je sais jamais, il ne faut jamais la suivre. Donc en soi, elle est un peu ironique en disant ça, mais voilà, quand il y a des règles, des conseils qu'on vous donne, des règles de type, il faut toujours manger ça, ou il faut toujours faire ça, ou il faut jamais faire ça, généralement, c'est pas tout à fait pertinent en fait. La réalité est plus vraiment dans la nuance, quoi. Et puis au niveau des sources, les sources ANSES, ARS, HAS sont quand même des sources de santé fiables en France. Donc c'est intéressant. Au niveau des métiers, le problème c'est qu'on trouve un peu de tout, parce que je pense à la Goddess, Glucose Goddess, qui est, je ne sais plus, elle est scientifique, mais elle n'est pas clinicienne, hein, donc elle n'est pas diététicienne, mais elle n'est pas clinicienne, mais elle est dans la recherche, et elle prend des informations qui en soi sont pas fausses. Les informations comme ça, par exemple le fait que y a des études qui montrent que le vinaigre fait diminuer la glycémie, c'est pas faux en soi. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on est obligé de boire un verre de vinaigre avant de manger. Ce qui est pas très agréable. Voilà, et c'est surtout pas efficace en fait dans la clinique et dans le comportement final, c'est pas efficace, quoi. C'est bien plus compliqué que ça, et c'est
Voilà, donc c'est à en prendre et en laisser, prendre de la distance de manière générale. Mais même sur tout, hein, mais même sur ce que je raconte pas, hein. Prenez de la distance. Prenez de la distance, développer un esprit critique, Ouais, allez c'est vous ce que j'allais dire. renseigner vous-même, voilà. On a beaucoup parlé que c'était les filles plutôt qui faisaient des régimes, les femmes aussi. Est-ce que tu penses que les TCA touchent particulièrement les femmes à cause de la pression sociale liée au corps et à l'apparence? Les TCA touchent, alors pas tous les types de TCA touchent majoritairement les femmes, mais notamment la boulimie et l'anorexie mentale touchent Ok. majoritairement les femmes. Pour l'hyperphagie, c'est selon les sources, c'est un petit peu plus et pareil, enfin homme-femme un petit peu plus équivalent. Ok. Donc c'est intéressant quand même de noter que anorexie mentale et bon, peut-être qu'un point sur les différents types de Ouais. TCA, ça Ça peut être utile. rapidement. Rapidement, l'anorexie mentale, on est vraiment sur une prise alimentaire très restrictive et volontaire, enfin volontairement restrictive en fait, dans le but de perdre du poids ou d'avoir une peur en fait de reprendre du poids. Hmm. Et puis la boulimie, c'est vraiment la présence de crise de boulimie. Donc crise de boulimie, ça va être une prise alimentaire qui est très importante en termes de quantité, dans un espace de temps assez restreint, Hmm. donc rapide. Généralement seul, on se cache et généralement suivi, complètement suivi par beaucoup de culpabilité, voilà, je ne trouve plus mon mot, mais de beaucoup de culpabilité et voilà. Ok. Et la boulimie, elle est, on a des comportements compensatoires. Hmm. C'est-à-dire qu'on va faire des crises de boulimie qu'on va venir compenser derrière, soit par des vomissements, c'est un truc un peu classique qu'on a en tête, voilà. Des vomissements, mais pas uniquement. Ça peut être la restriction calorique, justement, de se dire bah, je vais jeûner sur les repas d'après, etc. Donc ça, on n'y pense pas souvent, mais c'est un comportement compensatoire. La pratique sportive, d'avoir des crises de boulimie sans vomissement, hein, mais par contre d'aller faire après je sais pas combien de sports, des hits hyper intenses, de la marche pendant des kilomètres, etc. Prise de laxatifs, prise de diurétiques aussi. Alors, on peut avoir ce type de comportement compensatoire. L'anorexie et la boulimie peuvent être un peu associées en fait. Ouais, c'est ce que je trouvais que c'était la frontière Ah bah était un oui. peu mince entre les deux, enfin que c'était un peu complémentaire quoi. L'anorexie mentale, c'est restrictive, c'est vraiment sans crise de boulimie. Ok. C'est vraiment juste de la restriction pure. Et l'anorexie mentale avec boulimie, c'est de l'anorexie mentale la plupart du temps avec des crises de boulimie qui forcément sont compensées. Forcément, je dis dans la logique de la maladie, pour éviter la prise de poids, puisque c'est une grosse peur en fait, c'est vraiment une très grande phobie. Et puis l'hyperphagie, c'est des crises de boulimie ou des crises d'hyperphagie prandiale, donc pendant le repas, donc avec pareil une grande quantité de nourriture, etc. Donc pareil, un vécu douloureusement, souffrance, etc. mais qui ne sont pas compensés derrière. Et donc l'anorexie mentale, la boulimie et toute cette sphère-là sont quand même très fortes marquées par le contrôle du poids, le contrôle du corps. Et c'est des pathologies qu'on retrouve essentiellement chez les femmes. L'hyperphagie, on retrouve aussi bien chez les femmes que chez les hommes, selon les sources aussi, voilà. Et pourquoi? Parce que en fait, enfin, c'est encore une fois, je pense, lié à la diète culture, mine de rien. Les femmes font plus de régimes que les hommes, par exemple. Il y a des chiffres qui le montrent. Il y a l'étude INCA. L'étude INCA, c'est une étude qui est faite régulièrement pour faire un peu l'état des lieux des consommations alimentaires en France. Il y a eu INCA 1, INCA 2, INCA 3. La INCA 2, alors il n'y a pas de chiffre dans la INCA 3, je n'ai pas trouvé dans la INCA 3. La INCA 2, elle date de 2006-2007, donc ça fait déjà un petit moment. Et dans la INCA 2, on se rendait compte déjà que plus de 30% des femmes avec un IMC normal et 15% des femmes avec un IMC considéré comme mince, donc en dessous de 22, ont déjà fait un régime durant l'étude ou l'année précédente l'étude. Donc c'est quand même des chiffres énormes. Nutrinet aussi. Nutrinet, c'est une grosse base de données en fait sur laquelle, pareil, autour de l'alimentation, comportement alimentaire, habitudes alimentaires, et sur lesquelles sont faites beaucoup d'études. Nutrinet, on montré aussi qu'il y avait 2 femmes sur 3 de poids considéré comme normal qui disaient faire des régimes. C'est énorme. Alors qu'on n'a que 27% des hommes. On a quand même 27% des hommes, notons-le. Oui. Mais on a quand même plus de femmes. Et il y a plusieurs études qui montrent que la pression à la minceur est corrélée à l'apparition des TCA, et notamment dans un contexte de médias, comme on disait tout à l'heure, réseaux sociaux, etc., quand on est exposé aux médias, mine de rien. Et il y a un chiffre intéressant aussi, il y a un bulletin de Santé publique France, je suis tombée dessus, j'ai trouvé ça fort intéressant, qui a vu qu'entre 2006 et 2015,
on était passé de 4,3% à 19,6% de taux de maigreur chez les jeunes filles. Dans le même temps, les chiffres sur le surpoids et l'obésité n'ont pas augmenté. Ok. Donc, on a quand même fait un x5 entre C'est énorme. 2006 et 2015, et on n'a pas Ouais. les données, ou en tout cas je les ai pas, je suis pas tombée dessus, plus récentes, d'augmentation, donc un x5 sur une augmentation du taux de maigreur chez les jeunes filles, et pas d'augmentation de surpoids et de l'obésité dans le même temps. On s'est stable quand même depuis les dernières années, surpoids et obésité. Alors je dis pas que c'est pas un problème, le surpoids et l'obésité, bien sûr, c'est aussi un problème de santé publique, mais on focalise énormément dessus. Ouais. Et on ne parle pas des TCA, de anorexie mentale, de tout ce qu'il y a autour de ça. Et comment, selon toi, le féminisme peut-il contribuer à déconstruire justement les standards de beauté et aussi à prévenir du coup certains TCA? Parce que ça fait partie un peu comme la grossophobie, finalement, j'imagine qu'il faut qu'on déconstruise certaines croyances qu'on a autour de tout ça, quoi. Ouais. Alors, les normes esthétiques féminines, je pense que c'est important de se questionner dessus et de se dire qu'elles sont pas naturelles. C'est des constructions sociales. Pareil, en sociaux, il y a quand même pas mal d'études qui ont montré ça. Constructions sociales qui sont quand même en partie basées sur cette société patriarcale. Je dis pas totalement, mais en partie basées sur cette société patriarcale, avec deux axes quand même, une forte inégalité entre les hommes et les femmes. Les femmes ont beaucoup plus d'injonctions liées au physique que les hommes. Il y en a chez les hommes aussi, mais elles sont plus fortes généralement quand même chez les femmes. Elles sont plus... Ça fait plus longtemps aussi qu'on a ces injonctions chez les femmes. Et l'objectification du corps de la femme aussi. Dans cette société patriarcale, il y a aussi l'objectification du corps de la femme. Donc ça va ensemble, en fait, les deux vont ensemble. Le mouvement féministe, son but, c'est soyons d'accord, de déconstruire les inégalités entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas de vouloir que les femmes soient supérieures aux hommes ou ce qu'on peut entendre dans certains milieux. C'est vraiment de retrouver une égalité de conditions entre les hommes et les femmes. Donc déconstruire des standards de beauté, c'est et dénoncer ça aussi, dénoncer ces standards de beauté, c'est à mon sens rendre compte du fait et dénoncer le fait que les femmes ont plus d'injonctions liées au corps que les hommes. Donc c'est déjà rendre compte et dénoncer cette inégalité. Et je pense qu'on peut pas travailler à changer les choses si déjà on n'a pas fait un état des lieux. Donc de dénoncer déjà ces injonctions-là, c'est déjà de dénoncer qu'il y a une inégalité et d'entendre et de comprendre qu'il y a une inégalité entre les hommes et les femmes de ce point de vue-là. Revendiquer la visibilité de tous les corps féminins, c'est aussi sortir de l'objectification du corps de la femme. D'ailleurs, on parle du corps de la femme régulièrement. On parle pas du corps de l'homme. C'est vrai. On parle du corps de la femme, comme s'il y avait un seul corps d'une femme comme objet. Donc de sortir, de déconstruire aussi tout ça, donc de montrer aussi, de rendre visible en fait des pluralités du corps, des corps féminins, c'est de montrer qu'on sort du corps de la femme en tant qu'objet, mais et qu'on est plutôt sur plein de femmes avec plein de corps différents. Et pour aller encore plus loin, dénoncer l'objectification du corps de la femme, c'est aussi sortir du coup de ces normes sociales qui sont uniquement basées sur l'esthétique. Dans notre société, la valeur de beaucoup de personnes et notamment de beaucoup de femmes sont la valeur qu'elles se portent elles-mêmes en fait sont par rapport à ce qu'elles ressemblent en fait, par rapport à leur esthétique. Et ça je le vois beaucoup en consultation en fait, quand je travaille sur l'insatisfaction corporelle en consultation, c'est d'essayer de sortir de ce zoom là, du zoom de l'hyperfocalisation autour des normes esthétiques et de se dire ok, ok, oui, il y a un physique, on est un physique, on a un corps, on a des formes, etc. Mais on a autre chose aussi. Il y a des qualités professionnelles, des qualités humaines, des qualités, des valeurs, des croyances, des qualités émotionnelles, sociales, etc. qu'on peut développer. Et c'est sortir de tout ça. Et c'est de permettre aussi, je pense, aux jeunes filles de plus se retrouver là-dedans, en fait, du coup. De sortir de cette hyper-focalisation des normes esthétiques et de se dire ok, je suis belle ou pas belle selon les normes sociales, je suis blonde, je suis brune, je suis grosse, je suis pas grosse, mais je suis aussi hyper intelligente, je suis hyper généreuse, je sais super bien dessiner, je sais coudre des super jolies robes, voilà. Ça permet d'apprendre à se connaître davantage en plus. Ouais. Et est-ce que du coup on peut considérer que la lutte contre la culture du régime peut être aussi une lutte féministe? Ah oui, du coup.
en Des- dénonçant, toujours un peu dans cette idée-là, en fait, en dénonçant les inégalités. Donc, cette inégalité entre les injonctions qu'on a sur les hommes et les injonctions qu'on a sur les femmes. Et puis en dénonçant cette objectification, voire sexualisation du corps de la femme. Et mais même les hommes ont à y gagner en fait, hein, mine de rien. Est-ce que la nourriture, elle a un rôle politique ou symbolique dans la lutte pour l'égalité des sexes? Potentiellement, oui. Assez historiquement et d'une manière générale, le rôle de nourrir la famille incombe à la femme, généralement. C'est vrai. Et quand on voit un homme en cuisine, c'est soit pour des situations particulières, soit le chef en fait, le chef cuistot quoi. Ouais. Généralement les chefs cuisiniers, toujours pareil, on évolue un peu et fort heureusement, mais généralement le chef cuisinier ce sont des hommes. Ouais, c'est vrai. Paul J'avais lu Dreyfus, là-dessus. etc. Ce sont des hommes. Donc quand il y a une place un peu plus haut dans la hiérarchie, quand il y a une idée d'être un peu plus haut dans la hiérarchie, bah là les hommes ont leur place. Par contre pour l'alimentation quotidienne, c'est souvent une image féminine qu'on a. C'est assez marrant parce que il y a je crois que c'est l'an dernier, Sandrine Rousseau s'est fait un petit peu fustiger pour sa phrase parce qu'elle avait fait le lien entre la viande rouge et en disant que c'était un symbole de virilité. Beaucoup de monde s'était moqué d'elle. Que données qui sont intéressantes. Alors, je suis pas toujours d'accord avec tout ce que dit Sandrine Rousseau, mais là-dessus, en tout cas. En l'occurrence, beaucoup de gens se sont moqués d'elle et c'est quand même basé sur des choses qui sont vraies. On sait, alors je retourne sur mon étude de INCA, pour le coup la INCA 3, donc celle qui est venue après la INCA 2, a montré qu'il y avait des consommations médianes de viande hors volaille. On était à 43 grammes par jour pour les hommes et à 27 grammes par jour pour les femmes. Alors ok, il y a des besoins qui sont différents, mais là on est presque quand même du 100%. Ouais, c'est énorme, c'est ça la différence. C'est quand même une grosse différence. Il y a donc cette étude-là montre aussi des différences dans les habitudes de consommation entre les hommes et les femmes. Les femmes, elles ont plutôt tendance à aller se diriger vers des yaourts, des fromages blancs, des compotes, des volailles, des soupes. Et les hommes ont plutôt tendance à se diriger vers des fromages, des viandes, des charcuteries, des pommes de terre, des crèmes dessert, etc. Aliments qui, disons-le, dans la diète culture, sont classés dans le pas LCI, et les femmes, le fromage blanc, etc., la soupe plutôt placée dans le LCI. Donc il y a quand même quelque chose à rééquilibrer. Au moins à s'interroger, quoi. Oui. Au moins à s'interroger. Je pense qu'il y a plein d'hypothèses explicatives par rapport à ça. En fait, l'idée n'est pas forcément d'aller montrer du doigt en disant voilà, c'est la faute des hommes, le patriarcat, etc. C'est pas du tout l'idée, mais c'est peut-être de se questionner en fait de pourquoi en fait pourquoi il y a ça en fait. Il y a une différence en fait, et questionnons-la. Effectivement, il y a quand même plus de besoins chez les hommes, et notamment un peu plus de besoins en protéines chez les hommes. Historiquement aussi, la viande est toujours plus coûteuse, mais historiquement, elle a toujours été plus coûteuse. Historiquement, dans les familles, quand l'homme travaillait, quand le chef de famille travaillait, c'est vrai qu'il était plutôt habituel de donner plus de morceaux de viande à l'homme qui allait travailler et allait se dépenser physiquement qu'aux autres membres de la famille. Donc il y a peut-être quelque chose qui a perduré un petit peu de cette société-là. Le symbole de la viande, mine de rien, c'est quand même un symbole de force. On le voit dans les milieux de la musculation. Alors pour le coup, je fais de la musculation, je connais pas mal le milieu de la musculation. Le symbole de la viande comme étant vraiment le symbole du muscle en fait. Quand on parle de manger des protéines, c'est manger de la viande, notamment du poulet, parce que c'est ils veulent pas trop de gras, donc une viande blanche. Et puis on l'entend aussi dans les discours masculinistes qui sont aussi fortement liés au discours anti-végétarien. Généralement, on trouve quand même des parallèles entre les discours masculinistes et vraiment de force, de musculation, il faut manger de la viande, les végétariens, les hommes soja, les masculinistes qui parlent d'hommes soja en parlant des hommes qui sont un peu plus déconstruits, justement. Ça, c'est assez intéressant aussi. Il y a des études en sociologie qui ont montré que la viande était considérée comme étant un aliment masculin. En fait, quand on demande aux gens, pour vous, tel aliment, est-ce que c'est plutôt un aliment féminin, tel aliment, c'est plutôt un aliment masculin, la viande est considérée comme étant un aliment masculin. Et les légumes, et les légumes, la salade, etc., sont plutôt considérés comme étant des aliments féminins. Intéressant ça. Intéressant dans les représentations. On sait aussi qu'il y a une augmentation des régimes flexitariens, des régimes végétariens, notamment un peu plus important chez les femmes aussi. Et ça peut aussi être lié au fait que les femmes sont globalement, généralement plus sensibles au discours de santé. Et il y a aussi des études qui ont montré qu'elles étaient plus sensibles aux questions écologiques et aux questions aussi du bien-être animal.
Donc, il y a plein de choses, je pense, qui sont intéressantes autour de cette question. Donc, Et comment on peut faire justement, quel changement on peut apporter pour rééquilibrer justement ces différences et que on ait une approche un peu plus féministe et inclusive. notamment peut-être dans le quotidien, parce que il y a des études, il y a notamment l'étude d'Edipac en 2017. C'est une étude sur les disparités sociales et pratiques culinaires, sur la base de Nutrinet, dont je parlais tout à l'heure, qui a montré que les femmes dédient plus de temps à la planification et à la préparation des repas quotidiens. Les femmes aussi utilisent plus d'aliments bruts et les hommes ont tendance à utiliser plus d'aliments transformés quand ils font à manger. Donc c'est vécu comme une forme de charge mentale, mine de rien en fait. Donc c'est toujours tous les jours de devoir anticiper. C'est pas uniquement faire le repas, c'est aussi préparer, anticiper le repas, penser qu'est-ce qu'on va manger, avec cette question de santé en fait aussi, mine de rien, qui est importante. Dans une société qui ne propose pas que des aliments pro-santé, rappelons-le quand même. Donc c'est anticiper, préparer, etc. Voilà. Donc peut-être d'essayer de partager un peu plus ces tâches-là, de travailler sur cette charge mentale-là en fait. C'est pas uniquement la préparation pure du repas, mais peut-être plus aussi c'est tout à chacun en fait, hein, de faire un peu sa voix et de trouver un peu ses solutions pour essayer de faire en sorte que l'anticipation, l'élaboration, la préparation en amont de la préparation du repas soit un peu plus répartie, peut-être. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. J'avais encore plein de questions pour toi, mais j'ai dû faire des choix. Est-ce que je te propose qu'on termine par une dernière question. Si tu pouvais donner un conseil simple et joyeux pour s'alimenter sereinement, ce serait quoi? Pas qu'un, je pense. Ok. Le premier, ce serait d'être un peu plus à l'écoute de ses sensations et alimentaires. Donc, alors, la faim, le rassasiement, etc., mais aussi de ses envies alimentaires. Donc, d'être un petit peu plus à l'écoute de soi-même, de se recentrer un peu plus. On parlait sur les réseaux sociaux d'être plus recentré autour de ses émotions et ce que ça nous faisait, en fait, ce que ça nous provoquait. Pareil sur l'alimentation. D'être plus flexible dans l'alimentation. Comme je disais, en fait, je pense que l'équilibre de chacun se trouve dans la nuance et pas dans le toujours ou le jamais. Donc, d'être un peu plus flexible. De dézoomer aussi. De dézoomer par rapport à l'équilibre alimentaire. Un aliment tout seul n'est jamais équilibré. Même un brocoli n'est pas équilibré tout seul. Il va manquer un certain nombre de choses. Et c'est bien d'équilibrer son assiette. Et puis si l'assiette n'est pas équilibrée, c'est bien d'équilibrer sa journée. Et si sa journée n'est pas équilibrée, c'est bien d'équilibrer sa semaine. Et voilà, l'équilibre, c'est vraiment quelque chose qui prend en compte toute la vie en fait. Et des fois il y a des semaines de vacances aussi où c'est pas très équilibré, c'est pas grave en fait, parce que on n'est pas en vacances toute sa vie non plus. Donc de dézoomer un petit peu cette notion d'équilibre, de l'avoir en tête, bien sûr, c'est important pour la santé, évidemment. Donc s'informer aussi peut-être s'informer sur qu'est-ce que l'équilibre, quoi. C'est ce que je disais pour la grossophobie, c'est valable aussi sur les aliments en fait, de sortir des croyances, de se renseigner en fait. Les aliments tout seuls vont pas être juste équilibrés healthy ou mauvais pas healthy. De se renseigner d'où ça vient. Je parlais du sucre notamment, d'aller se renseigner comment est fabriqué le sucre, d'où il vient, comment est-ce que c'est préparé. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle aliment transformé. Il y a tout un tas de transformations. Il y a des aliments qui sont dits transformés, mais finalement très peu transformés. Et il y a des aliments qui sont ultra transformés, avec une liste d'ingrédients, avec beaucoup de conservateurs, etc., etc. D'aller vraiment se renseigner sur les choses, sur tout ça. Se renseigner sur les besoins énergétiques aussi, les besoins qu'on a. Nous, on n'a pas besoin de manger des aliments, on a besoin de manger des nutriments, des micronutriments, vitamines, minéraux. Et par rapport à ça, il est possible en fait de faire l'équilibre qu'on souhaite. En fait, il y a des gens qui mangent pas de viande et qui sont parfaitement équilibrés et qui ne souffrent pas de carence parce qu'ils ont trouvé leur équilibre et qu'ils ont trouvé les vitamines dont ils avaient besoin ailleurs, les protéines dont ils avaient besoin ailleurs. Donc c'est de trouver un peu tout ça et de trouver du plaisir dans l'alimentation, trouver du plaisir dans la vie de manière générale. Trouver du plaisir d'être curieux, d'aller chercher peut-être des nouvelles recettes, de goûter des trucs, voilà, à peu près. Et trop bien. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Et puis, bon après-midi. Bon après-midi.